Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 26 avril à la une de l'actualité. Rapatriement des Algériens établis au Soudan. Un avion des forces aériennes algériennes a atterri dans la nuit à l'aéroport d'Alger avec à bord 94 ressortissants. Une instruction du président de la République suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays. Le ministre des Affaires étrangères au Mali, où il a été reçu par le président du Conseil national malien de transition et le ministre malien des Affaires étrangères. Les discussions ont tourné autour de la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Interdiction de circulation de certaines motos et véhicules bruyants la nuit dans la capitale. À Biskra, un club de motards se lance dans la sensibilisation pour une conduite responsable. Les deux roues impliquées dans plus de 30% des accidents. À l'occasion du mois du patrimoine, nous parlerons préservation du Zelidj à Constantine et puis nous irons à Blida à la découverte de l'une de ses plus anciennes mosquées. Les plus anciennes mosquées de la ville, celle de Mustafa Stambouli. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Suite à la détérioration de la situation sécuritaire au Soudan, le président de la République a ordonné le rapatriement des membres de notre communauté qui le désirent. Le président a également ordonné de veiller à ce que le rapatriement et d'aide concerne tous les ressortissants des pays frères et amis le souhaitant, et en tête desquels nos frères palestiniens établis au Soudan. L'opération a concerné 13 ressortissants palestiniens et 12 ressortissants syriens. Et puis un avion des forces aériennes algériennes a atterri dans la nuit à l'aéroport d'Alger Ouelibou Medina avec à bord 94 rapatriés du Soudan. Des Algériens établis dans ce pays et le personnel diplomatique à Khartoum ont été accueillis par le ministre de l'Intérieur. Ils n'ont pas manqué de saluer le rôle du président de la République et son souci de sécuriser leur retour rapide parmi les leurs. Yasmine Massourati. À bord de cet avion militaire relevant de l'armée nationale populaire, ces 94 Algériens établis au Soudan ont été rapatriés suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays frère. Dieu merci, nous sommes sains et saufs. Nous avons été très bien pris en charge, de notre départ jusqu'à notre arrivée. Nous sommes très heureux d'être revenus chez nous. Je tiens à remercier le président de la République pour cette décision. L'Algérie est le deuxième pays qui a rapatrié sa communauté établie au Soudan. Tout cela grâce aux efforts des services consulaires algériens dans ce pays qui ont joué un rôle important dans cette opération. Un retour au pays vécu comme un véritable soulagement pour ces Algériens. Le président de la République accorde une importance particulière à la prise en charge des ressortissants algériens établis à l'étranger. Il était de ce fait naturel qu'ils prennent en charge cette opération. D'ailleurs, nous sommes parmi les premiers pays à avoir rapatrié leurs ressortissants établis au Soudan. Malgré les difficultés, nos ressortissants sont arrivés sains et saufs en dépit des longues heures de vol. Vous avez d'ailleurs pu constater leur joie dès leur arrivée à Alger. Le président de la République a également ordonné de veiller à ce que l'opération de rapatriement et d'aide concerne, s'il le souhaite, tous les ressortissants des pays frères et amis. La situation au Soudan est toujours explosive, c'est le moins que l'on puisse dire. Les bombardements et affrontements dans plusieurs villes mettent la population en grand danger, sans oublier le manque d'eau, de nourriture et de médicaments. Hier, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité a été organisée pour se pencher sur ce conflit. Yamina Saïdji. Les affrontements se sont poursuivis aujourd'hui à Khartoum, où des avions de chasse de l'armée ont survolé toute la journée la banlieue nord de la capitale, essuyant les tirs à l'artillerie lourde des forces de soutien rapide. Les combats meurtriers opposent les deux camps depuis 12 jours.
L'ONU tire la sonnette d'alarme, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à une solution durable au conflit qui est en train de transformer une crise humanitaire déjà grave en véritable catastrophe. L'adjoint du secrétaire général de l'ONU a rappelé lors d'une réunion du Conseil de sécurité que même avant le déclenchement de la crise, les besoins au Soudan atteignaient un niveau record. Un tiers de la population du pays avait besoin d'aide humanitaire. Les violences ont fait à ce jour 460 morts et plus de 4000 blessés et ont entraîné le déplacement de milliers de civils de la capitale. En plus du danger qui pèse sur les vies humaines, le système de santé est également menacé. 72% des hôpitaux au Soudan, notamment ceux situés dans les zones d'affrontement, ne fonctionnent pas. Selon le syndicat des médecins soudanais, ceux qui restent sont également menacés de fermeture. Quelques 6000 personnes de différentes nationalités ont traversé la frontière avec l'Éthiopie. Selon des responsables soudanais, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont déjà arrivées dans l'ensemble des pays frontaliers du Soudan. Au total, 270 000 personnes pourraient fuir les zones de combat, selon l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu mercredi par le président du Conseil national malien de transition, le colonel Malik Diao, et ce dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue à Bamako en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République. Les entretiens qui se sont déroulés en présence de députés maliens ont porté sur les relations bilatérales et les perspectives de les renforcer, notamment dans le domaine parlementaire. Il a été question notamment des développements relatifs à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger et la situation qui prévaut au plan régional. Et le ministre Ahmed Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec son homologue malien Abdoulaye Diop en présence du ministre de la Défense nationale et d'anciens combattants et du ministre de la Réconciliation nationale chargé de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Partant de l'attachement de notre pays à la sécurité et à la stabilité de la République du Mali, pays frère, et en sa qualité de chef de file de la médiation internationale et présidente du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation Mali, Attaf a souligné la disponibilité de l'Algérie d'intensifier ses efforts visant à restaurer et conforter la confiance entre les parties maliennes signataires de l'accord et de les accompagner vers la cristallisation des consensus nécessaires pour aller de l'avant dans la concrétisation de l'accord sur le terrain. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a exprimé sa grande considération à l'égard des efforts inlassables consentis par l'Algérie sous la conduite du président Abdelmadjid Tebboune pour soutenir la République du Mali sur tous les plans, notamment en cette période charnière de son histoire contemporaine. Et avant le Mali, le ministre des Affaires étrangères était en Mauritanie en tant qu'envoyé spécial du président de la République. Une visite qui a été couronnée par une convergence des points de vue et des accords pour la réalisation de projets prometteurs. Ahmed Attaf avait été reçu à Nouakchott par le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le ministre a remis au président mauritanien une lettre de son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, et lui a transmis ses salutations chaleureuses. L'audience a permis d'évoquer le progrès réalisé en matière de suivi et de mise en œuvre des directives des dirigeants des deux pays en renforcement des relations algéro-mauritaniennes. Le ministre de l'Énergie et des Mines. Cette visite fait suite à une année de consultation et de coordination continue entre les deux pays, en particulier depuis la visite d'État effectuée en décembre 2021 par le président Ould Cheikh El Ghazouani en Algérie, sanctionnée par des entretiens fructueux avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et des résultats importants. La visite du président mauritanien a en effet amorcé une nouvelle ère dans l'établissement de relations stratégiques entre l'Algérie et la Mauritanie, englobant plusieurs secteurs et projets vitaux. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a reçu son homologue syrien Firas Hassan Qaddoul, qui effectue une visite de travail de 3 jours en Algérie. Cette visite permettra d'examiner les opportunités de coopération entre les deux pays dans les domaines de la recherche et de l'exploration des hydrocarbures, du gaz, des mines et des produits pétroliers, de la production du transport et de la distribution de l'électricité. Réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Le gouvernement a écouté une communication du ministre de l'Enseignement
l'enseignement supérieur de la recherche scientifique sur le projet d'organisation des assises nationales sur la réforme et la modernisation de l'enseignement supérieur. Le gouvernement a écouté une communication de la ministre de la numérisation et des statistiques sur les statistiques relatives aux comptes économiques en Algérie. Puis le gouvernement a écouté une communication conjointe du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et du ministre de l'Hydraulique sur les mesures prises pour pallier le stress hydrique impactant les périmètres agricoles. À ce titre, des mesures d'urgence ont été adoptées en faveur des agriculteurs, notamment à travers le recours à l'irrigation d'appoint et au forage des puits avec l'utilisation des systèmes d'irrigation économe d'eau. En outre, un autre exposé du ministre de l'Hydraulique a porté sur l'état d'exécution de l'état d'urgence concernant 19 wilayas afin d'assurer un approvisionnement régulier en eau potable. À Biskra, une usine spécialisée dans le stockage et la distribution de graisse et de lubrifiants couvre plus de 15% des besoins du marché algérien. L'unité a une capacité de production annuelle dépassant les 601 000 tonnes grâce à une main-d'œuvre qualifiée 100% algérienne. Les détails par Rina Lerari. Pionnière dans la production, le stockage et la distribution de graisse, lubrifiants et différents produits d'entretien auto, cette usine implantée à Biskra en produit annuellement plus de 60 000 tonnes, une quantité qui permet de couvrir jusqu'à 15% des besoins du marché national. Nous avons plus de 500 clients à travers les 58 wilayas du pays. Nous avons également obtenu un certificat de conformité délivré par de grandes entreprises de renommée mondiale activant dans l'industrie automobile. Avec une demande en constante augmentation sur ces produits, l'usine s'est fraîchement dotée d'une nouvelle ligne de production de lubrifiants avec une capacité atteignant les 10 000 tonnes par an. Nous produisons entre autres des huiles synthétiques, minérales, semi-synthétiques, déclinées en plusieurs types. Les huiles hydrauliques, de moteur, les huiles de transmission et les huiles industrielles. Nous utilisons une technologie allemande pour la production. En plus d'effectuer un contrôle rigoureux sur la ligne de production, de distribution et celle du stockage, toutes les analyses de qualité sont effectuées au niveau des laboratoires Petro Baraka. Et nous nous assurons que les normes internationales en vigueur soient respectées. Un investissement prometteur dans le domaine des industries pétrochimiques. Cette usine a grandement contribué à la résorption du chômage dans la région. Elle emploie 120 personnes, toutes diplômées de l'université algérienne. Plus de 200 000 hectares de terres agricoles aménagées pour leur distribution prochaine aux investisseurs des wilayas dans le sud du pays. Annonce du ministre de l'Agriculture depuis Relizène. Mohamed Abdelhafid Henni a affirmé que les dossiers des investisseurs ont obtenu la qualification à travers la plateforme numérique dédiée à recevoir les demandes d'exploitation. L'opération sera achevée avant la fin du mois de juin prochain et a pour objectif d'atteindre d'ici la fin de 2024 1 million d'hectares de terres cultivées en céréales dans le sud du pays, avec un rendement attendu de 70 à 80 quintaux à l'hectare. Le ministre a également évoqué qu'un comité composé de 13 secteurs ministériels sera installé début mai prochain, avec la mission d'élaborer un programme d'action initial pour protéger l'environnement forestier dans le pays contre le danger des incendies. Et de son côté, la protection civile a lancé ce mercredi une campagne de prévention et de sensibilisation aux incendies de récolte dans des wilayas du sud du pays afin de préserver et sécuriser la production nationale des céréales notamment. À travers cette campagne, la protection civile vise les agriculteurs. Il est question de les sensibiliser sur la nécessité de respecter et d'appliquer intégralement les mesures préventives et la mise en place de mesures et dispositions de sensibilisation pendant et après l'achèvement du processus de récolte. Et la céréaliculture, défi majeur pour la sécurité alimentaire, une culture stratégique sur laquelle les autorités tablent. À Timimoun, la saison moisson-battage débute bientôt et on s'attend à une récolte de 24 000 quintaux de différentes variétés de céréales. Les détails par Yasmine Mesroudi. Située dans la commune d'Ogorout, dans la wilaya de Timimoun, cette exploitation agricole de 50 hectares est dédiée exclusivement à la céréaliculture. Cette saison, et grâce à l'irrigation à pivot central, les agriculteurs se disent satisfaits de leur rendement.
Nous cultivons du blé dur et du blé tendre durant la première saison. Durant la deuxième, nous cultivons le maïs en grain et le maïs en silage. Dieu merci, nous avons pu obtenir de bons résultats jusqu'à 90 quintaux par hectare. C'est en partie grâce à l'accompagnement et les aides dont nous avons bénéficié, notamment pour le forage, l'irrigation à pivot central et les moissonneuses batteuses. Dans le cadre des préparatifs de la prochaine campagne moisson-battage prévue en mai, des commissions ont été mobilisées pour effectuer des visites de terrain et s'enquérir de l'état des périmètres agricoles, notamment pour ce qui est du raccordement au réseau électrique. Nous travaillons en étroite collaboration avec la société Sonalgaz pour recenser toutes les exploitations agricoles qui n'ont pas encore bénéficié du raccordement au réseau électrique. Une production de 24 000 quintaux de différentes variétés de céréales est attendue à Timimoun au titre de l'actuelle saison agricole, selon la direction des services agricoles de la wilaya. Cette récolte prévisionnelle concerne notamment le blé dur, tendre et l'orge sur une superficie de 6 000 hectares consacrés à la céréaliculture. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières nationales, un détachement de l'ANP a arrêté un élément de soutien au groupe terroriste à Biskra. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 20 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 4 quintaux de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc et saisi plus de 5200 comprimés psychotropes. Des détachements de l'ANP ont en outre arrêté à Tamanrasset, Boujbadji Mourtal, Ingezam et Tindouf 129 individus et saisi 17 véhicules, 35 groupes électrogènes, 50 marteaux piqueurs et 5 détecteurs de métaux ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. Par ailleurs, 9 autres individus ont été arrêtés et saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 fusils de chasse, 4 quintaux de tabac ainsi que de grandes quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 89 tonnes. De même, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à plus de 15 800 litres à Ingezam, El Oued, Tebessa, Tarf et Souk Haras. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 189 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 203 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. La lutte contre le trafic de drogue est quotidienne pour les forces de sécurité. Les brigades de la Sûreté nationale travaillent sans relâche pour débusquer les trafiquants et démanteler des réseaux de plus en plus difficiles à démanteler. Certains ont recours à des combines et du matériel sophistiqué. Yannis Belkacem a suivi une de ces brigades en plein travail. Reportage. 8 heures du matin, dans la brigade de police judiciaire, c'est le début d'une opération minutieusement préparée. Ces héros du quotidien, dans le dévouement n'a d'égal que la discrétion, ont accepté d'être suivis au plus près par nos caméras pendant leur intervention. Plusieurs barrages ont été placés dans la capitale pour démanteler une bande spécialisée dans le trafic de drogue. Le premier individu a été signalé. Place au guet-apens pour la deuxième opération. Et pour y faire face, la brigade centrale de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants qui travaille d'arrache-pied pour faire face au fléau de la drogue et aux différentes formes de criminalité, a doté son service de tous les moyens logistiques et techniques modernes. La brigade centrale de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants a tracé des programmes de lutte contre ce fléau et veille à ce que ces unités d'intervention soient conformes à la stratégie mise en place par l'État. L'objectif principal de la lutte anti-drogue porte ses fruits et prouve la maîtrise des techniques de renseignement et de recherche des différentes unités chargées de la lutte contre ces réseaux criminels.
Autre force de sécurité, la gendarmerie nationale, qui est également déployée dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les réseaux de trafiquants de drogue activant à travers les zones frontalières du pays. D'autres unités sont déployées, telles que les gardes frontières, qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national et du réseau routier, représentées par les unités de sécurité routière, et les unités régionales sont actives pour repousser, contrôler les quantités de drogue qui traversent les frontières. La lutte contre la drogue et la toxicomanie, une action nationale, priorité de l'État, qui dispose de tous les leviers mobilisés pour atteindre leur objectif, celui de protéger la jeunesse algérienne. Depuis quelques jours, certaines catégories de motos et de voitures sont interdites à la circulation la nuit à Alger. Les arrêtés de Wilaya visent la protection des citoyens des nuisances sonores. Ils interviennent après la hausse du nombre de plaintes de citoyens déposées auprès des services de sécurité à cause des forts bruits. Reportage de Walid Yousfi. C'est officiel. Les véhicules jugés trop bruyants ont l'interdiction formelle de circuler dans la capitale entre 22h et 6h du matin. Et ce, depuis le début de la semaine. Il est 22h30 lorsque ce motocycliste est pris en faute lors d'un contrôle au niveau du barrage de la pêcherie à Alger. J'ai acheté ma moto hier. Ce n'est que maintenant que j'entends parler de cette décision. Je viens à peine de finir le boulot, j'étais en route pour rentrer chez moi et là, j'apprends que je suis en infraction. Je n'ai pas d'autre moyen pour me déplacer, hormis cette moto. L'infraction lui vaudra 8 jours de fourrière. C'est ce que prévoit l'arrêté de Wilaya, entré en vigueur le 23 avril, et censé mettre le holà à la pollution sonore qui nuit aux riverains, lesquels ont déposé plusieurs plaintes. C'est une bonne chose, on n'en peut plus de toutes ces nuisances nocturnes. Ça n'arrange pas tout le monde. Mon frère possède une moto qui dépasse les 125 cm3 et il n'a pas d'autre moyen pour rentrer chez lui. Pour ce qui est des voitures, ce sont celles qui vrombissent fortement qui n'ont pas le droit de rouler le soir. Cette décision concerne tous les types de motos dont la cylindrée dépasse les 125 cm3. S'agissant des voitures, certaines disposent d'un mode sport qui, une fois désactivé, permet de réduire considérablement le bruit de la voiture. Dans ces cas-là, on se remet aux policiers présents sur place. Si la violation est constatée, le chauffeur est en infraction et le policier devra entamer les procédures adéquates. Je pense qu'il n'y a pas de distinction à faire. Tous les véhicules entrant dans ce cadre sont sanctionnables. Et c'est pour l'intérêt général. S'il y a quelques exceptions, on nous dit que, par exemple, il y a les professionnels qui utilisent leurs véhicules dans le cadre des professions. À cela, nous demandons juste un petit sacrifice pour l'intérêt général et qui consiste à adapter leurs horaires d'activité. Pour rappel, en cas d'infraction, le contrevenant risque une mise en fourrière de son véhicule d'une durée de 8 jours qui peut être portée à 15 jours en cas de récidive. Qui mieux d'un conducteur de moto pour sensibiliser des dangers de ces engins? C'est ce que tente de faire une association de conducteurs de 2 roues à Biskra. Ses membres prônent une conduite responsable et prudente. Reportage de Hasna Zouberi. Quelques 973 motos ont été impliquées dans des accidents de la route durant l'année 2022 à l'échelle nationale. Les 2 roues ont été à l'origine de la mort de 330 personnes et blessé 922 autres. Autrement dit, plus de 9% des accidents enregistrés l'année passée ont été causés par cette catégorie de conducteurs. Les plus importants dépassements inscrits à leur actif sont l'excès de vitesse, les dépassements dangereux et le non-port du casque de protection. Ces dernières années, les motos représentent un grand danger pour la sécurité routière à cause de l'inconscience de certains conducteurs de motos, assoiffés d'adrénaline.
Les campagnes de sensibilisation en direction des motards se multiplient pour réduire le nombre de morts sur nos routes. À Biskra, nous avons été à la rencontre du club des motards d'Algérie, ou Darraji El Jazair, qui ne ménage aucun effort pour atteindre cet objectif. Nous organisons régulièrement des campagnes de sensibilisation, généralement chaque week-end. Et nous ne sommes pas les seuls. Tous les clubs de motards s'associent aux forces de l'ordre pour sensibiliser contre le danger de la moto. Au niveau des clubs, nous appelons toujours les motards à bien se protéger, notamment le port du casque. Regardez ma tenue par exemple, elle est adaptée au circuit de vitesse. On ne demande pas grand-chose, au moins de porter un casque, car il peut protéger les motards d'accidents mortels. Nous appelons également les motards à se former dans des moto-écoles pour apprendre la bonne conduite et de là à se protéger et protéger autrui. La moto, pour certains jeunes, est une passion avant qu'elle ne soit un moyen de locomotion. Yassine, motard depuis quelques années, lance un appel au pouvoir public pour créer un circuit aux deux roues. Il nous manque un circuit de vitesse dédié aux deux roues parce que le circuit peut encadrer les motards. Un endroit où on peut se défouler. Nous avons un grand pays, on a les moyens pour construire 2 ou 3 circuits de vitesse. Et cette passion ne touche pas seulement les grands, même les plus petits sont concernés. Hamza, âgé d'à peine 7 ans, a été séduit par la moto, un amour qu'il partage avec son papa. La moto est un sport qui nécessite un encadrement. Aujourd'hui, plus que jamais, cette activité nécessite un circuit aux normes internationales, aussi bien pour les motos de vitesse que les motos tout-terrain. À l'étranger, le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sideti, a affirmé que le peuple sahraoui, qui s'apprête à célébrer le 50e anniversaire du déclenchement de la lutte armée, était déterminé à recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire de la République du Sahara occidental. Cet anniversaire est marqué par le retour des Sahraouis aux armes suite à l'agression marocaine contre des civils dans la brèche illégale d'El Guerguelat le 13 novembre 2020. La coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental a indiqué que la société civile en Espagne n'abandonnera jamais le peuple sahraoui, qui est le seul à même de décider de son avenir à travers un référendum d'autodétermination. L'association réitère sa condamnation quant au revirement inattendu et unilatéral opéré par le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez concernant le Sahara occidental. Sport, football, la sélection nationale est à pied d'œuvre au Centre technique national de Sidi Moussa pour peaufiner les derniers réglages à J-3 du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qu'abritera l'Algérie. Une zone mixte a été organisée en fin d'après-midi entre joueurs et journalistes. Je vous invite à écouter ces déclarations. Franchement, il y a une très bonne ambiance dans le groupe, que ce soit avec les locaux ou les binationaux. On a un groupe, on a tous le même objectif, donc forcément ça facilite les liens. Donc aujourd'hui on est bien accueillis et on prépare tous ensemble parce qu'on est là pour le même objectif qui est de au moins aller en demi-finale et pourquoi pas remporter cette compétition. Le groupe il vit bien, on sait que c'est important pour l'Algérie cette compétition, donc la concurrence, tout ça, tout est sain. On se prépare au mieux, tout le monde se soutient, on est chacun derrière tout le monde et voilà, on est pressé de commencer cette compétition. Évidemment qu'on joue le tournoi, sinon on est en Algérie, on est devant notre public, si on ne joue pas le tournoi c'est un devenir. Donc nous, effectivement, la Coupe du Monde c'est un objectif, c'est quand même assez important de représenter l'Algérie au niveau mondial, mais oui, notre objectif c'est quand même de gagner et de remporter cette CAN. الجو داخل المجموعة شغل التحضيرات كان تجري كما كان مخطط لها على كل حال. ستاف تكنيك واقف على كل شيء كسوا كلش. مي احنا رانا واجدين وراح نحطوا كاع واش عندنا باش ندخلوا هاد لاكوب في بلادنا ان شاء الله. اللقاء الاول مع المنتخب الصومالي رانا موجودين 100% ونخدموا مليح ونسمعوا لونترينور مليح ونتمنى الجمهور الجزائري يكونوا معنا ان شاء الله. Culture avec cette exposition atypique, l'artiste Samir Jama, qui n'est plus à présenter, nous présente ses œuvres d'art au milieu des vêtements. Cela se passe dans un magasin de prêt-à-porter de la capitale et Lamia Boudbouda s'y est rendue pour nous.
de plus agréable que de faire son shopping entouré d'œuvres d'art? C'est l'idée ingénieuse de Nadir Khiyatin. Tailleur professionnel de père en fils, Nadir ouvre les portes de sa boutique pour l'art et les artistes. Le but, c'est que voilà, aujourd'hui, en tant que nous, artistes de vêtements, on voulait mettre en avant aussi des artistes locaux, algériens, et mettre aussi notre culture et notre art, parce qu'on a de l'art aussi en Algérie, on a une culture, on a un savoir-faire, et les mettre en avant. Le but, c'est de prendre tous les mois un artiste qu'on met en avant. Aujourd'hui, c'est un photographe, demain, ce sera un peintre, un sculpteur, etc. Le premier artiste à ouvrir le bal est Samir Jama, illustre photographe et éditeur. Il présentera son exposition intitulée « Ombre et lumière, la passion du patrimoine ». Bon, je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile au début parce qu'il fallait quand même adapter un milieu de vente directe, etc., à une salle d'exposition. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est contradictoire au début, mais moi, c'est l'impact qui m'intéresse. C'est-à-dire que les jeunes qui viennent ici pour acheter des vêtements, etc., sont surpris de trouver de la photographie sur le patrimoine, etc. Et c'est ça le but, c'est le challenge, c'est-à-dire c'est de provoquer ces gens-là et les intéresser à un patrimoine. Des photographies en noir et blanc ou en couleur, imprimées sur toile, elles relatent toute la beauté et la richesse du patrimoine culturel algérien. De la Casbah, ses portes et ses arcades, aux poteries anciennes, témoins d'un savoir-faire ancestral, en passant par la magie de la fantasia. Mais c'est vrai que ça fait 1 année ou 2 ans, je focalise beaucoup sur le patrimoine algérien. Et je ne finis pas encore de focaliser parce que le patrimoine est très riche et vaste, etc. Donc j'aime bien apporter cette touche à nos jeunes pour qu'ils découvrent un peu leur identité. J'aurais aimé faire tout le patrimoine, mais on ne peut pas. Donc je commence avec 3 thématiques pratiquement sur la Casbah, la citadelle, la belle citadelle, et un peu sur la poterie algérienne, et la fantasia, bien sûr, qui est un peu le fleuron de notre culture. En plus de sublimer l'espace de ce commerce par cette action, on met en valeur un artiste. Cela permet aussi de décloisonner l'art. Ici, l'art nous tombe dessus par hasard. Et quel bonheur! Un autre art bien ancré chez nous depuis au moins la dynastie des Hammadites, l'art du Zellij, sa préservation contre le pillage et la dégradation, sujet d'une rencontre scientifique à Constantine. Les détails par Nakhla Albi. Quelle que soit leur forme géométrique, les couleurs utilisées, leur disposition ou encore les motifs, qu'il s'agisse d'arabesques ou de motifs végétaux, les Zelliges algériens sont une forme d'art décoratif dont l'ancrage historique et civilisationnel ne sont plus approuvés. Ils restent un symbole de l'architecture islamique. La présence des Zelliges en Algérie remonte à l'époque de la dynastie Hammadite en 1035, lors de leur déplacement de Msila à Béjaïa. Les Hammadites les ont utilisés dans toutes les constructions qu'ils ont érigées. C'est dire l'importance qui était accordée à cet art. Les premiers Zelliges ont donc été découverts pour la première fois dans la Qal'a de Beni Hamed, classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980. On les retrouve également dans le palais Ahmed Bey de Constantine, érigé en 1826. Ces mosaïques ornementales sont plus qu'un art, une tradition ancestrale. Le palais Ahmed Bey compte plus de 47 000 tesselles de mosaïques. Les motifs sont essentiellement floraux et géométriques. Les mosaïques sont partie intégrante du patrimoine culturel et identitaire algérien. D'où l'importance de préserver cet art ancestral des actes de vandalisme, du pillage, notamment au niveau des frontières et de la dégradation, d'où la tenue autour de ce thème de la rencontre organisée à Constantine.
Nous avons tenu aujourd'hui à mettre en exergue le fait que le Zelidj était un art algérien et qu'il remonte chez nous à des temps immémoriaux. Le groupe de protection des biens culturels de la gendarmerie nationale de Soukharas veille au grain pour protéger l'identité algérienne en parant à tous les actes de pillage et de dégradation, entre autres. L'art du Zelidj se perpétue, ce savoir-faire remontant à l'Antiquité n'a pas perdu ses lettres de noblesse, ponctuant l'espace et le temps à travers notre vaste territoire. Patrimoine toujours à direction Blida. La mosquée Mustapha Stambouli est l'une des plus anciennes de la ville, construite à l'époque ottomane, continue d'accueillir les fidèles grâce à plusieurs opérations de modification. Ces changements n'ont pas toujours respecté les normes, ce qui retarde sa classification en patrimoine national. Reportage de Amel Bouarba. Nous sommes en plein cœur de la ville des Roses, la wilaya de Blida, qui regorge d'importants monuments à haute valeur historique, comme cette ancienne mosquée, la mosquée Al-Hanafi, construite à l'époque ottomane en 1750. Je vous invite à découvrir cette ancienne mosquée. Appelée mosquée Al-Hanafi, ce lieu de culte porte le nom de l'imam Mustapha Stambouli. À l'origine, cette mosquée a été construite pour effectuer la prière selon le rite hanafite. Mais c'est le rite malikite, très répandu dans le Maghreb arabe, qui y est pratiqué. Cette mosquée raconte des années de résistance. Elle a toujours joué un rôle prépondérant dans la préservation des fondements de l'identité algérienne, notamment durant la colonisation française. الدعاء تاع ختم القرآن الكريم je me rappelle bien j'étais jeune يا ربنا يا خالق العوالم. Alors cette assise je peux parler du Coran et ce dua c'était à l'époque du colonialisme. Donc le rôle d'abord récitation du Coran, la révision du Coran, et ensuite envoyer un message aux colons que nous sommes là, nous sommes musulmans, et c'est bientôt le jour où vous allez quitter ce pays. L'architecture est dans le pur style islamique avec une sobriété dans les décors. Les seuls ornements, c'est une faïence de couleur vert et blanc sur la façade principale de la mosquée. La spécificité de cette mosquée par rapport aux mosquées qui se trouvent au niveau de Blida, qui sont plus de 600 mosquées, son minaret qui a une longueur de 35 mètres de hauteur, dont sa forme elle est octogonale par rapport à la forme carrée de celle de Ben Sadoun ou d'autres mosquées. Les matériaux utilisés, c'est le lion, c'est à base de mortier, c'est à base de terre et de shit. Malgré son importance historique, ce lieu de culte n'a pas bénéficié de la restauration qu'il mérite. Tous les travaux, malheureusement, je le dis, tous les travaux qui ont été faits dans le sens de la réhabilitation n'ont pas respecté l'architecture initiale et de préserver ces mosquées comme une originalité. On ne cesse de proclamer de faire de ces mosquées une classification nationale et heureusement que même la direction de la culture au niveau de Blida, ils ont déposé des dossiers, etc. La mosquée Al-Hanafi, qui raconte près de 300 siècles d'histoire, mérite certainement plus d'attention à travers une classification nationale pour perpétuer cet héritage culturel de la ville des Roses. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.